cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la famille et de la façon dont elle influe sur la construction de votre personnalité et de qui vous êtes, y compris en tant que singulier. La famille, c'est un sujet vaste puisqu'il est éminemment émotionnel. Forcément, c'est là qu'on crée nos premiers rapports affectifs, c'est là qu'on construit aussi, qu'on essaie de comprendre qui on est, parce que comme je le dis souvent, on n'a pas reçu le mode d'emploi à la naissance, et donc c'est au contact des autres, au contact de nos proches, qui sont les premières personnes qui nous entourent, qu'on va essayer de détecter et de récupérer des infos sur qui nous sommes. D'où l'importance de ce fameux effet miroir dont je parle souvent, c'est-à-dire que si vous avez très tôt en face de vous un contexte familial qui vous juge et vous rejette, il y a de fortes chances que vous vous construisez dans l'opposition et dans le manque de confiance en vous. Et à l'inverse, si vous avez un contexte familial qui vous encourage très tôt et qui vous valorise, il y a de très fortes chances que vous construisiez une personnalité, en tout cas une image de vous qui soit valorisée et positive. Le petit travers à ça, c'est que les parents, quand ils nous encadrent et quand ils nous accompagnent, eh bien eux, ils sont les héritiers d'un aspect transgénérationnel. Donc peu de parents, peut-être certains l'ont fait, en tout cas des anciennes générations, ont fait un travail d'introspection consistant à dire, eh bien, voilà ce que mes parents m'ont transmis, est-ce que je garde, est-ce que je perds, qu'est-ce que je conserve et qu'est-ce que je transmets. Et ça, c'est le travail clé quand on est parent, de se dire, mais finalement, on m'a éduqué de cette manière, je me suis peut-être adaptée, j'en ai peut-être souffert, mais est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'élever mes enfants? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de transmettre aux enfants que j'ai mis au monde? Et ça, c'est une question qui impose fondamentalement de se remettre soi-même en question. C'est-à-dire de faire le tri de ce qui nous a plu, de ce qui nous a moins plu, de ce qui était juste, de ce qui l'était moins, de ce qui était de l'ordre de, on doit, c'est comme ça que la famille s'est construite, ou bien de ce qui est de l'ordre de, finalement, le on doit ne m'intéresse pas parce que je trouve que ça n'a pas de sens et je ne veux pas le conserver. Et pire que ça m'a fait souffrir dans mon enfance de correspondre à ce que mes parents attendaient de moi. Et j'entends bien, moi, faire le tri et ne pas transmettre à mes enfants ce qui m'a moi-même fait souffrir et peiner dans mon enfance. Et bien souvent, on se rend compte qu'en tant que parents, les parents, s'ils n'ont pas fait ce travail-là, ils font du copier-coller. Donc soit ils transmettent exactement ce qu'ils ont reçu parce qu'ils ont intégré la norme et qu'ils considèrent que cette norme elle est valable et que de toute façon c'est comme ça, on discute pas, c'est précieux, c'est sacré et donc on transmet tel qu'on a reçu. Soit pour ceux qui ont rejeté ce cadre, c'est un rejet total, je ne transmettrai jamais ça à mes enfants parce que ils m'ont fait du mal, ça m'a fait souffrir et donc je jette tout à la poubelle. Donc ça, c'est bien évidemment les deux extrêmes. C'est un petit peu simplifié ce que je vous dis, il y a beaucoup d'autres options, mais grosso modo, pour avancer, parce que la famille, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'il faudrait des heures et des heures pour en parler en fonction des cas particuliers. Mais en l'occurrence, soit je transmets tel quel, je fais un copier-coller quelque part, soit je rejette. Et entre les deux, bien sûr, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait le tri, et donc je ne transmets à mes enfants que ce qui me semble juste, intéressant pour eux. Et dans ce curseur, si vous voulez, de la parentalité, vous avez des parents qui vont être beaucoup dans imaginez un curseur avec à gauche les parents et à droite vous-même. Vous allez avoir, si le curseur est totalement à gauche, ils vont être eux dans leur façon d'être à eux et dans leur transgénérationnel et ils vont vous l'imposer texto. Et quand vous mettez le curseur de votre côté à vous, là c'est qui vous êtes, votre sensibilité, votre personnalité, et là c'est une éducation, une transmission qui s'adapte à l'enfant et qui s'adapte à sa particularité, à sa sensibilité ou pas. Et donc là, on est beaucoup plus dans un accompagnement individuel qui vous aide à développer qui vous êtes, alors que dans le curseur côté parent, là on est dans la répétition de modèles existants indépendamment de votre singularité, de votre différence en tant qu'enfant. Et c'est là généralement où le bât blesse, parce que à ce moment-là, vous avez forcément dans la façon dont vous recevez tout ça, vous pouvez avoir des difficultés. Parce que si on ne tient pas compte de votre personnalité, de vos particularités en tant qu'enfant, ce qui se passe, c'est que ne sachant pas vous qui vous êtes, vous croyez être la personne que vos parents vont vouloir construire. Je m'explique. Si vous, forcément, en tant qu'enfant, vous n'avez pas de conscience ni de connaissance profonde ou très peu de votre personnalité, des contours, le parent, lui, va arriver avec tout un cadre de codes et de normes. S'il est, encore une fois, un côté curseur, je transmets mon transgénérationnel tel que j'en ai hérité. Et donc, lui, il va essayer de vous l'imposer. Et si vous résistez, si ça ne vous convient pas, je vous rappelle, si vous n'y trouvez pas du sens,
Si ça n'est pas adapté, bien vous allez vous interroger. Mais comme vous êtes encore en construction quelque part dans votre enfance, eh bien vous allez vous dire, finalement, c'est moi le problème. C'est peut-être pas eux le problème. Donc vous pouvez construire une personnalité qui correspond aux attentes de vos parents. Donc dans tous les cas, que vous rejetiez ce que vos parents vous disent ou que vous l'intégriez comme étant une règle parce que c'est familial et parce que vous y mettez quelque chose de très émotionnel, vous construisez une personnalité, un ego, quelque part une persona, pour reprendre les termes de Jung, une espèce de masque social, mais qui n'est pas probablement fortement connecté à votre nature profonde. Et si vous résistez, et c'est là où c'est compliqué, vous allez avoir la réaction des parents qui, eux, ne comprennent pas pourquoi vous refusez de rentrer dans ce cadre qui a été, on vous le rappelle, quand même transmis de manière très inconsciente à travers le temps. Donc, quand vous allez interroger, peut-être questionner, vous pouvez avoir un retour qui est mais tu ne veux pas t'y mettre, tu ne veux pas comprendre, tu es, par exemple, si on a un cadre scolaire fort dans la famille, tu es un bon à rien, puisque tu ne corresponds pas aux résultats que les autres ont, donc tu es un bon à rien, par exemple. Ou bien, si jamais vous avez une religion qui vous est transmise et que vous n'intégrez pas parce que vous la rejetez, eh bien, on va vous renvoyer une image négative d'un vilain petit canard, d'une personne qui n'est pas, qui refuse d'intégrer cette norme familiale. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, un idéal familial, un transgénérationnel qui consiste à dire, par exemple, que les hommes sont virils et pour peu qu'un parent puisse avoir un enfant qui dispose d'une très forte sensibilité au niveau sensoriel et au niveau émotionnel. Et moi, j'ai eu le cas, par exemple, j'ai eu un exemple, en fait, d'un parent qui avait mis son père au rugby parce qu'il avait peur de cette sensibilité, alors que l'enfant détestait la violence, il détestait le rugby, il était singulier et il avait une très grande sensibilité. Et en fait, il se retrouvait à faire du rugby. Il s'était retrouvé à faire du rugby parce que son père, justement, craignait que qu'il développe sa sensibilité, qu'il ne soit pas l'homme viril, que du coup il a qui est l'image, la persona des hommes dans la famille de génération en génération. Et donc cet enfant-là, c'était une très grande souffrance. C'est l'adulte qui en parlait aujourd'hui et qui expliquait à quel point c'était horrible d'aller faire quelque chose qui était contre nature pour lui, pour correspondre à cette image familiale. Et donc la difficulté là-dedans, c'est qu'on se construit contre, mais finalement on ne respecte pas la nature profonde de l'enfant. Et donc, dans la façon dont vous êtes construit, et c'est ça qui est important, et moi, c'est ce que j'observe beaucoup chez les singuliers, il y a deux grands types de singuliers, il y a les suradaptés et il y a les rebelles. Au milieu, il y a ceux qui ont été développés dans leur singularité, qui vont très bien, et ça, c'est génial. Et je pense que ceux-là, ça serait intéressant qu'ils partagent aussi leur expérience, parce que il y en a pas beaucoup dans le passé, mais en tout cas, il y a des singuliers qui ont eu un accompagnement émotionnel, affectif, en lien avec leur nature profonde. C'est assez rare dans ma génération, j'ai 42 ans, encore plus rare, plus les générations sont anciennes, plus la prise en compte de la singularité de l'enfant, évidemment, est inexistante. Et aujourd'hui, si vous êtes parent, moi je suis parent, on intègre beaucoup plus ça dans la façon dont on accompagne nos enfants. Donc, il y a généralement les suradaptés et les rebelles. Les suradaptés, j'intègre la norme sociale, je construis un persona qui correspond aux attentes sociales, familiales de mes parents. Et donc, c'est cette personnalité que j'alimente. Donc, généralement, c'est des personnes qui sont « je dois »,« il faut ». Voilà, c'est ça les codes. Et c'est pas « j'ai envie »,« j'adore »,« je fais ce que j'aime »,« ça m'épanouit ». C'est généralement des personnes qui sont avec un niveau d'exigence très, très fort, et qui sont généralement des personnes qui mettent en place les normes parce qu'ils pensent que c'est comme ça. Pas forcément qu'elles sont justes, pas forcément qu'elles ont du sens, mais en tout cas qui ne remettent pas en question le transgénérationnel familial parce qu'ils le considèrent comme étant sacré, historique, appartenant au passé, etc. Il n'y a pas de jugement de valeur évidemment dans ce que je dis. On a tout à fait le droit d'apprécier, de prendre en compte le transgénérationnel. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est de trier ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et généralement, quand on est dans la suradaptation, on est dans l'application du modèle tel qu'il nous a été transmis. Et le fait d'en sortir, c'est-à-dire, par exemple, renoncer à une religion si elle ne nous correspond pas, ça peut être un sacrilège dans une famille qui est très croyante, par exemple. Mais ça ne nous correspond pas. Donc, on peut faire ce choix-là, mais à ce moment-là, évidemment, on se prend les foudres, etc. Mais on revoit le cadre qu'on nous a transmis en ne gardant que ce qui nous développe nous et ce qui nous correspond nous, en n'ayant pas peur du jugement, en n'ayant pas peur de la façon dont la famille va nous regarder. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas que la famille, c'est un espace
qui est censé être un espace de développement avec beaucoup d'affectifs, en tout cas une part émotionnelle, généralement, pas toujours, cette fibre émotionnelle, elle est évidemment pas disponible dans toutes les familles, mais en tout cas, elle est, inhérente aux rapports familiaux qu'on peut avoir. Et logiquement, les personnes, si vous discutez cette norme là à un moment donné, elles ne peuvent pas vous reprocher ça puisque ça vous appartient et que c'est votre façon à vous d'intégrer tous ces codes familiaux dans votre vie. Donc, si jamais on vous explique que dans votre vie, vous devez appliquer tel code et que si vous ne les appliquez pas, eh bien, vous trahissez le transgénérationnel familial, vous êtes plus dans vous, votre personnalité, votre individualité, vous êtes dans la famille, dans le clan, la logique un peu clanique, normative, et vous vous éloignez de vous. Et pourquoi pas? Je veux dire, la question, c'est pas, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est ce qui vous éloigne de vos émotions, c'est ce qui vous éloigne de votre intensité, c'est ce qui vous éloigne de votre fibre et de votre flamme à vous, de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez faire et de la façon dont vous voulez gérer votre vie. Et donc, le classique, c'est évidemment, quand on se construit sur cette partie-là de suradaptation, eh bien souvent, on respecte les codes. On n'ose pas, par exemple, une question, quand on se construit divorcé, on veut un job qui soit un job socialement acceptable au regard de notre famille. Donc, on n'osera pas aller dans une voie qui n'est pas socialement acceptable pour notre famille. Donc, c'est ce cadre de référence-là, ce cadre social-là, tel qu'on nous l'a envoyé, peut être vraiment limitant. Et en plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un niveau d'exigence pour soi qui est très élevé. Et moi, je le vois notamment, je vous donne mon exemple, construite sur cette valeur de bon élève. Moi, j'ai eu ce retour de miroir quand j'étais petite, c'était que j'étais une bonne élève. Donc, le jour où j'avais des mauvaises notes, j'avais construit une persona qui était la persona de la bonne élève. Donc, une persona de bonne élève ne peut pas avoir une mauvaise note. C'est pas possible. Parce que ça vient remettre en question la personnalité profonde. Et c'est là où c'est dangereux. C'est dangereux parce que tant que vous êtes conscient qu'une note, c'est quelque chose qui est extérieur à vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre personnalité à vous. Une note, c'est donné par un tiers dans un contexte précis. Une note ne présage pas de votre valeur, de qui vous êtes. Or, quand on a ce syndrome de la bonne élève, par exemple, eh bien, on fait un raccourci entre qui on est nous et la note qu'on nous octroie, ce qui est très dangereux, puisqu'une mauvaise note vous fait vous remettre en question. Et c'est là où le problème a lieu. Et donc, ça peut être, même si on peut penser que se construire avec le syndrome de la bonne élève, c'est plutôt positif, en réalité, c'est enfermant, puisque, encore une fois, ça impose de rentrer dans un cadre, dans un niveau d'exigence qui est une exigence extérieure et qui ne reflète pas notre nature profonde. Et heureusement qu'on a le droit d'avoir des mauvaises notes et puis que ça ne reflète pas notre personnalité. Donc ça, c'est ce contexte plutôt de suradaptation où on va aller courir après des exigences extérieures, qu'elles soient des normes familiales, construire un personnage en lien avec ces normes et la remise en question de ce personnage qui n'est pas nous, forcément, c'est compliqué parce que ça vient toucher à notre nature profonde que normalement, quand on a construit ce personnage social-là, on n'a pas nous-mêmes creusé, on n'a pas ouvert la boîte de Pandore. Et de l'autre côté, vous avez évidemment les rebelles, ceux qui s'opposent au modèle, ceux qui le rejettent, ceux qui disent non, en fait, tu ne vas pas m'imposer ça. En fait, non, moi j'ai un sens de la justice, ce traitement-là est injuste, donc moi je refuse, je n'irai pas, je ne ferai pas et je résiste à ce modèle que tu veux m'imposer. Et donc là, la construction, alors là, on n'est généralement pas sur une construction, on va dire, de l'ego positif, entre guillemets, celui que je viens de présenter. On est plutôt sur une construction où c'est des personnes qui, généralement, peuvent manquer de confiance en elles parce que le miroir qu'elles ont reçu face à ce rejet de la norme peut être un miroir déformant. C'est-à-dire un miroir qui n'a pas valorisé l'ego comme le miroir normatif des suradaptés, mais qui, au contraire, lui, a contribuer à dévaloriser qui vous étiez parce que vous vous êtes opposé, parce que vous n'avez pas accepté. Et donc, c'est ce que je disais, tu es bon à rien, les phrases assassines, tu n'écoutes jamais, de toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Parce que tu es toujours colérique, tu t'énerves toujours, etc. Parce que le fait d'avoir remis en question le modèle vous a quelque part attiré les foudres et donc construit sur une personnalité qui est la personnalité du rebelle. Et la personnalité du rebelle, c'est certes une personnalité ou un persona plutôt, parce que tout ça, ce que je vous explique, c'est que comprenez bien que vous construisez des personnages sociaux. Moi, je trouve que le terme de persona de Jung est très fort, c'est-à-dire que c'est une construction sociale qui est le résultat de vos interactions et votre environnement, mais qui ne va pas aller chercher votre nature profonde.
et qui n'est pas votre vraie personnalité profonde. Moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des personnes qui sont rebelles, elles manquent de confiance en elles. Elles ont l'habitude d'être rejetées, en fait. Donc, en fait, elles partent du principe que quand elles disent un truc, eh ben, on va les contredire, on va leur dire, ah, mais de toute façon, toi, tu es toujours en colère, t'es jamais contente, etc. Et donc, ces personnes-là, elles se construisent avec l'idée que socialement, leurs interactions, elles sont compliquées parce que le rebelle dans la société, il fait pas plaisir, il vous caresse pas dans le sens du poil. Donc, généralement, il déplaît. Donc, vous avez aussi ce miroir qui est d'abord un miroir familial de tu n'es pas lisse, tu n'acceptes pas, donc je te rejette ou en tout cas, je te critique. Mais au-delà de ça, vous avez le miroir social et sociétal où vous allez, comme vous êtes construit cette personnade rebelle pour résister au modèle qu'on vous a imposé, et bien de l'autre côté, quand vous vous retrouvez dans des interactions, vous avez des réflexes de rejet, des réflexes de je refuse. Dès que vous sentez qu'on veut vous imposer une norme, eh bien vous résistez, vous dites non, mais moi je vais pas là-dedans, et vous pouvez avoir tendance, parce que vous avez construit cette persona de rebelle, à surréagir à des personnes, à des ressentis que vous avez qui vous rappellent cette autorité qu'on a essayé de vous imposer, ces règles qu'on a essayé de vous imposer et que vous n'acceptiez pas parce que singulier, parce que trop intense, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça vous horripile, et donc vous avez réagi par l'opposé. Donc ce miroir qui s'est construit, cette persona, c'est une persona qui considère que quand elle parle, eh bien elle est rejetée, elle n'est pas écoutée des autres, qu'elle va bouleverser ou qu'elle va gêner les gens, et que de toute façon, elle n'arrivera jamais à rien parce qu'on n'a pas su lui construire ce modèle positif de construction et de confiance en soi. Donc vous voyez que dans les deux cas, qu'on soit plutôt suradapté ou plutôt rebelle dans la personnalité, en fait, tout ceci, ça concerne un personnage extérieur. Ce n'est pas vous, ce ne sont pas votre nature profonde. Ce que j'observe, c'est très empirique ce que je vous dis, c'est que les suradaptés sont souvent des profils qui sont, il y a plus de suradaptés chez les qu'on appelle HPI, donc ceux à dominante intellectuelle, et plus de rebelles, vous vous en doutez bien, c'est les personnes qui ont une dominante émotionnelle. Parce que retenir ses émotions, c'est compliqué, ça explose. La dominante intellectuelle peut contenir, rationaliser, ramener à la raison, même si les émotions sont là, même si vous pouvez trouver que ces normes n'ont pas de sens ou ce que vous faites finalement c'est pas très logique, vous pouvez rationaliser en vous disant, même si votre cœur vous dit non, c'est comme ça a toujours été comme ça, c'est la famille, il y a l'affectif, etc. Par contre, un rebelle, lui, la dimension émotionnelle, elle va prendre le pas et ça va devenir insupportable. Donc en gros, si c'est sa dominante, c'est sa façon de prendre ses décisions et d'interagir avec les autres, eh bien, il aura pas cet outil que la personne à dominante intellectuelle aura pour contenir ses émotions. Et là, c'est l'explosion, d'où l'archétype, désolé, du rebelle ou de la rebelle, qui est un archétype pas terrible, mais en tout cas qui exprime une émotion débordante qui s'exprime. Ce qui est sain aussi, mais ce qui est difficile, c'est de se construire dans l'opposition et pas dans l'être, dans ce que vous êtes. Et c'est vraiment ce point que je voulais souligner, parce que plus que jamais chez les singuliers, je trouve que la personnalité, la famille finalement, elle joue un rôle, mais qui est juste fondamental dans la façon dont les personnes se construisent, dont les singuliers se construisent. Et donc, vous allez avoir forcément une logique beaucoup plus... moi, quand j'observe le manque de confiance en soi adulte, en creusant dans l'enfance, on se rend compte que, en tout cas, certaines personnalités, elles étaient déjà prédisposées à manquer de confiance en elles puisqu'elles n'ont pas été nourries dans ce sens-là. Leur ego n'a jamais été nourri. Dans le cas des suradaptés, on les a valorisés parce que, comme ils répondent à la norme, on applaudit. Vous savez qu'à l'école, on adore ceux qui font ce qu'on leur demande. Dans la vie, on adore ceux qui font ce qu'on leur demande. Et quand on est parent, on aime bien que nos enfants ne nous résistent pas et font parfaitement ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, c'est rétribué socialement. Donc, ça permet de construire une personnalité plutôt positive, même si ça n'est pas vous, ça n'est pas connecté à vos désirs profonds en tant que suradapté, ça reste quand même une construction positive qui vous donne quelque part une forme d'assurance. Cette assurance, elle est chahutée le jour où vous êtes plus la bonne élève, vous êtes plus le bon mari, vous êtes plus vous commencez un peu votre nature profonde, elle commence à ressortir et vous correspondez plus à la norme. Mais finalement, vous avez un socle d'assurance que, par exemple, d'autres n'ont pas eu puisqu'ils se sont construits dans le rejet, dans l'opposition et dans le jugement. Ils ont été jugés dans leur enfance en permanence. Donc, la clé de ça, évidemment, c'est de se rendre compte, de regarder cet enfant que vous avez été, de regarder vos parents, parce que vos parents, évidemment, ils ont hérité de ce dont ils ont hérité et ils vous l'ont transmis comme ils vous l'ont transmis. Donc, voyez, eux, comment ils ont, quel est le transgénérationnel dont ils ont hérité eux, ça permet de comprendre, je ne dis pas de justifier, comprendre
ça permet d'expliquer, ça ne justifie pas certains comportements parentaux, notamment des parents qui peuvent devenir très toxiques. Mais en tout cas, le fait de comprendre comment fonctionnent les parents, ça permet d'expliquer leur comportement. Et pour vous, de rentrer dans un niveau de compréhension supérieur qui n'est pas ils m'emmerdent ou c'est génial ce qu'ils font, mais qui est beaucoup plus subtil, qui va venir un peu chercher leur personnalité. Et vous, dans tout ça, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, on est tous les enfants de nos parents et les parents de nos enfants si on a décidé d'en avoir. Eh bien, vous, dans tout ça, la question c'est quelle est votre nature profonde. Comment, si vous regardez l'enfant que vous avez été, moi je trouve que cet exercice est extraordinaire, c'est de vous regarder en tant qu'enfant maintenant que vous êtes adulte et d'observer cet enfant et de le voir interagir dans son environnement. Et comment il a été jugé, comment on vous a façonné, quels sont les messages qu'on vous a donnés, quelles sont les exigences qu'on vous a transmises. Et cet enfant finalement, à ce moment-là, il ressentait quoi? Est-ce qu'il se disait super, c'est génial, ou est-ce qu'il se disait j'ai peur, il faut que je rentre dans la norme, sinon ça va être compliqué, on va peut-être plus m'aimer ou autre, ou alors on m'a traité de moins que rien et donc c'est pas moi qui suis un moins que rien, c'est que je ne correspondais simplement pas aux attentes des personnes qui m'ont dit ça et donc le moyen qu'elles en ont trouvé par rapport à leur cadre de référence, c'était de me juger, de faire de moi quelqu'un qui n'a pas de valeur alors que vous en avez évidemment une. Et à travers le regard que vous pouvez avoir sur cet enfant que vous avez été, vous pouvez comprendre vos réflexes, vos attitudes dans l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Et je l'espère, et c'est ce qui me semble important, ne pas transmettre ce que vous n'avez pas aimé, ne pas transmettre ce qui ne vous semble pas logique, ce qui ne fait pas sens, ce qui peut faire du mal, parce que dans cette logique de transmission, c'est une chaîne, et donc quand on transmet des choses mécaniquement sans les remettre en question, forcément, ça n'a pas de sens et ça fait des dégâts. Donc en fait, il y a deux niveaux, encore une fois, c'est étudier le sens avant de transmettre, et ensuite adapter à l'audience, adapté aux enfants, parce que puisqu'on parle un peu des enfants, parce que c'est à ce moment-là que vous saurez qu'est-ce qui correspond à chacun. Nous sommes tous différents. On a une intensité émotionnelle, on a besoin d'énormément d'affection quand on est très intense émotionnellement et au niveau sensoriel. Et ça peut être adapté facilement et surtout ne pas juger. Je crois que c'est la chose la plus importante, c'est ne pas juger, ne pas vous juger, ne pas être votre pire bourreau, avoir de l'indulgence pour votre famille, c'est-à-dire qu'elle vous ait blessé, qu'elle se soit trompée. Voilà, ça reste des êtres humains. Parfois, il peut être nécessaire, et c'est important, je le dis aussi, de couper les liens avec la famille. Alors là, je suis un petit peu cash, mais si vous essayez d'entamer un dialogue avec votre famille, parce que ce qu'on vous dit, c'est quand vous avez décidé de déconstruire votre personnage social que votre famille a construit, et que vous essayez de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment, vos émotions, vos ressentis, vos envies, votre mode de fonctionnement, eh bien, vous allez provoquer des tremblements de terre, c'est évident, les gens n'aiment pas. Je veux dire, on reste tous dans le cadre, c'est très bien, mais quand vous commencez à sortir du cadre, ça plaît à personne, et qui plus est quand on est singulier. Donc, quand vous allez commencer à déconstruire ça, vous allez revenir vers vos proches avec cette personnalité ou cette nouvelle version de vous, plus alignée avec qui vous êtes, mais qui peut-être correspond moins au cadre normatif et transgénérationnel de votre famille. Et là, vous voyez leur réaction. Et donc, vous verrez que l'espace familial bienveillant, généralement, accepte. Ça va gêner, ça va évidemment au premier abord déranger, mais vous allez voir les réactions et vous pouvez être surpris. Vous pouvez voir une grande ouverture d'esprit, faire réfléchir aussi vos proches sur votre nouvelle version. Ça peut aussi les ouvrir eux-mêmes à eux-mêmes, mais vous pouvez aussi avoir des réactions viscérales, des réactions qui peuvent être dramatiques et qui peuvent vous nuire et vous faire du mal. Et le but dans la vie d'une famille, c'est pas de nous faire du mal, c'est de nous apporter un environnement favorable de développement affectif, intellectuel, émotionnel, peu importe ce qu'on y met, mais en tout cas un environnement qui nous permet de nous développer. Et dès l'instant où cet environnement ne nous permet pas de nous développer, qu'il nous contraint et qu'il nous fait du mal et qu'il nous fait souffrir et qu'il est toxique, il faut savoir aussi s'en éloigner, même si c'est la famille, temporairement peut-être, couper définitivement si vous voyez que vous avez fait des tentatives et que les personnes refusent de comprendre, parce que encore une fois, je le dis toujours, une relation ça se fait à deux. Une famille ça se construit collectivement. Donc si vous expliquez
toujours communication non violente, je vous le rappelle, parce que personne n'aime. Si vous jugez votre mère qui a 80 ans, qui a toujours fonctionné comme ça, et vous lui expliquez qu'elle a rien compris à la vie de manière violente, ça va faire mal et elle risque de réagir violemment. Mais toujours de votre point de vue à vous, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez compris et en quoi ça vous a blessé, normalement, ça crée une passerelle vers les proches, vers vos proches. Et si cette passerelle-là, ils veulent pas aller dessus, s'ils restent campés, comme je vous disais sur le curseur, un côté transgénérationnel, ce dont ils ont hérité, etc., eh bien vous pourrez pas faire grand-chose. Et parfois, la séparation peut être une bonne option temporaire, le temps que chacun remette ses idées en place, réfléchisse, et généralement, ça fait son chemin. Et pour certaines relations familiales, ça permet aussi à chacun de réfléchir et de se retrouver sur cette passerelle-là. Donc n'hésitez pas à partager ça si c'est des choses qui résonnent en vous. En tout cas, c'est un point important. Je crois que Jacques Brel disait « Un homme passe sa vie à compenser son enfance ». Je suis convaincue que cette période-là, elle est clé dans la construction de qui vous êtes aujourd'hui. Donc, prenez le temps. N'hésitez pas à vous pencher sur cette période, même si ça fait mal. Parfois, ça ouvre des blessures. En tout cas, ça permettra très certainement, en regardant l'enfant que vous avez été, de guérir peut-être l'adulte blessé que vous êtes aujourd'hui, ou en tout cas l'adulte peut-être un peu contrarié qui se cherche aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique. Donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.